J'ai couché avec Cameron Diaz. Moi, j'ai géré beaucoup des choses compliquées dans la carrière. Savoir ce que personne ne sait sur toi, ce que t'as jamais dit. Pour l'instant, j'ai fait que de la merde. Non. C'est vrai? J'aurais pu mourir à l'âge de 7 ans. En direct, j'ai fait des conneries qui ont créé le bad buzz. Il est animateur, producteur, auteur, homme de la radio, chroniqueur, père de 4 enfants, une vraie star française. Je suis extrêmement content de te recevoir aujourd'hui, Benjamin. Vous avez oublié grand-père. Ah, c'est vrai, je suis exact. grand-père aussi. Le plus important. Ouais. J'ai envie de savoir, au-delà des chiffres, qui est ce Benjamin? Alors, ce Benjamin, il doit avoir quoi, peut-être 8-9 ans. On est donc en 79, 81, et il était avec sa grand-mère, Simone Signoret. C'est la seule photo que j'ai avec elle, vous vous rendez compte? C'est vrai? Ouais. Et est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire quand... Ah, pas du tout. Non. À cette époque-là, je pense que je voulais devenir vétérinaire. Ok. Et quand j'ai compris la charge de travail que ce que ça demandait, j'ai très vite changé. Toujours amoureux des animaux? Un peu moins en fait. C'est vrai? Ouais, un peu moins. J'étais élevé moi à cette époque-là. Mes grands-parents avaient une maison de campagne, il y avait une ferme. Donc j'avais veaux, vaches, cochons, les canards, les poules, les petits lapins. Et après j'aimais pas trop ceux que je voyais vivre en liberté. Donc j'ai retrouvé dans mon assiette le soir, ça me dérange. J'avoue que quand t'es petit, c'est... Ouais, c'est bizarre. Je suis d'accord. Lui le lapin, il est en moutarde, au dîner ce soir. J'avoue que c'est glauque. Ouais, c'est bizarre. Écoute, je suis hyper content de te recevoir sur le talk show pour parler de communication et de marketing. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est extrêmement intéressant. C'est la mutation de la télé au fur et à mesure de ces années. Je vais te montrer un chiffre, juste que tu me dises, selon toi, à quoi ça correspond. Alors, 1994, c'est le début de ma carrière. 23 août 94. 23 août? Okay. 23 août 94, j'avais 24 ans. Tu peux nous partager un petit peu les raisons pour lesquelles tu as décidé de... Alors, en fait, moi, je voulais pas du tout être animateur. Du tout, je voulais faire Bernard Tapie comme métier, mais ça n'existe pas. Donc, et en fait, avant de faire de la télé, j'avais eu quelques expériences pas d'homme d'affaires, c'est un peu prétentieux, mais bon, j'avais monté une boîte de livraison de repas, mais encore, comme toujours dans ma carrière, trop tôt, puis c'était trop en avance. Donc j'ai déposé le bilan de cette boîte-là. Après, je suis parti produire une chanteuse à Los Angeles. Alors ça, c'était pas con, mais sauf que la chanteuse en question était complètement has-been. C'était qui? Esther Galil, toi ça te dira rien, t'es trop jeune. Elle avait fait un tube dans les années 70, mais à l'époque, elle réécrivait des chansons avec Billy Steinberg, qui avait écrit notamment True Colors. Elle travaillait avec Jeff Coase, qui était l'arrangeur de Joe Cooker, donc, et surtout, elle travaillait avec les Guns N' Roses. Donc, elle avait un peu un environnement artistique plutôt intéressant, et elle avait pour le coup des chansons pas mal. Donc, j'ai mis tout l'argent que j'avais là-dedans. J'ai tout perdu, et quand je suis rentré en France, avec ma maquette de chansons dont personne ne voulait. C'est horrible parce qu'en fait, t'as 24 ans, moi j'ai passé 3 mois à Los Angeles, à vivre dans un hôtel, à rouler en Mercedes des cabriolets, et tu reviens et t'as plus un rond, et ma mère m'a dit, tu vas pas rester comme ça toute ta vie, t'as qu'à appeler Michel Drucker, il lance une émission, et forcément ils vont chercher un stagiaire, tu pourras apporter des cafés. Je dis merde quand même, je viens de faire un producteur à Los Angeles. Mercedes, porteur de café. Bon, en même temps, j'ai dit de toute façon, j'ai pas vraiment de choix. Donc j'ai été voir Michel Drucker et je lui racontais ce que j'avais eu comme parcours. Ça l'a fait mourir de rire parce que effectivement, malgré mon jeune âge, à l'époque, j'avais déjà eu 2 vies. J'avais fait un homme d'affaires avec la boîte de livraison de repas. J'avais fait producteur, voilà. Donc il était mort de rire et il m'a dit bah non, moi par contre, je vais lancer des petits jeunes pour faire des chroniques. Donc j'ai fait un casting et très logiquement il m'a confié la chronique cinéma. Et c'est là où tu as commencé à mettre le pied dans le... J'ai commencé comme ça et j'ai jamais arrêté. Incroyable. Une métrique qui est intéressante sur la télé, c'est qu'il y a une réduction du nombre de taux de visionnage de la télé chez les jeunes notamment de 15-24 ans. Par rapport à 2010, c'est moins de 25% de taux de visionnage. Comment tu penses que la télé elle doit évoluer et s'adapter, tu vois, sur les nouveaux réseaux Alors, pour l'instant, personne n'a réussi à faire la jonction numérique, digital télé. Tous ceux qui ont essayé sont plantés, même les grands youtubeurs, tout ça, Carlito et compagnie ont fait des essais en télé, c'est désastreux. Michou aussi, là tu sais, il a fait le... Michou, lui, ça n'a pas trop mal marché, je crois. Je crois que c'est le seul, il me semble que c'est le seul. Mais c'est pas dingue, pas dingue. Déjà, l'erreur des chaînes, ça a été de penser que quand t'es une star des réseaux, que tu fais, je sais pas, des 10, 15, 20 millions de vues, ou que t'as même 15 millions d'abonnés, tu vas transférer. Pas du tout. Tu transfères 0.
T'as aucune redirection entre ton... C'est très très peu. Okay. Et vice versa, moi tu vois en télé, je suis plutôt dans les sans prétention dans les gros noms. Ouais. Sur les réseaux, je plafonne à 300 000. Toi, sur Insta, je suis à 320 000, j'en perds là. J'ai 700 000 sur Twitter, mais donc il n'y a pas de transfert. Voilà. Celui qui réussira à faire la jonction des deux, il faut trouver le format, quoi. Est-ce que tu penses que c'est le mode de consommation qui est la télé qui va devenir un peu trop vieillot pour ces nouvelles générations? Est-ce que c'est les concepts? Mais la télé, en fait, c'est pareil, ça c'est toujours pareil. C'est les mecs en place, ou ceux qui parlent, ils font une grosse erreur. La télévision, c'est pas que les jeunes les regardent moins, c'est qu'ils les regardent de façon totalement différente. Ouais. C'est-à-dire qu'ils vont soit ils consomment des bouts d'émissions sur YouTube ou sur toi, voilà, ouais. Mais ça reste de la télévision. Ouais. Soit ils font du replay. Le replay maintenant est en train d'exploser d'ailleurs. Essentiellement dans les émissions de télé-réalité. Et après la télévision, il faut qu'elle soit dans l'événement. Si c'est pour un truc de la boîte, un peu fade, pas en direct, honnêtement, en fait, il faut qu'il y ait de l'urgence à avoir un programme. Ouais, c'est ça la clé pour pouvoir. Oui. Parce qu'on est une génération d'imminence où dès que t'as faim, tu vas le beurre. Pourquoi les talk shows ça marche, pourquoi Hanouna il marche, pourquoi Quotidien ça marche? Parce que d'abord, quand tu regardes, tu sais, il va se passer quelque chose, encore plus d'ailleurs Cyril que Barthès. Mais tu vois, c'est l'événement est à ce moment-là et tu vis l'événement en même temps que le téléspectateur, donc il y a une connexion. Tout ce qui est maintenant enregistré, ça fait des scores, mais c'est pas, il n'y a pas une urgence à le voir, en tout cas à le voir à l'instant T. Ouais. Tu peux le voir plus tard, mais pas à l'instant T. C'est pour moi le grand changement. Mais ceux qui pensent que la télé est morte, ils se gourrent complètement. La télé, elle va évidemment rester. Et puis, mine de rien, l'objet télévisuel, je parle de l'objet en tant que tel. Ouais. Tu vois, c'est sympa de voir un truc sur ta tablette, mais c'est pas une télé, quoi. Ouais, c'est culturel, en fait. C'est culturel. Ouais, c'est comme la commode de la mamie, quoi. Ouais. La télé va pas disparaître. C'est l'objet télévisuel, en tous les cas. Ok. Est-ce que tu penses que des plateformes comme Twitch, typiquement, ça veut dire que si tu fais le parallèle avec du digital, mais la plateforme qui s'apparente le mieux au live, c'est Twitch. T'en penses quoi, toi, mais justement, c'est pareil, le transfert se fait pas, c'est que tu peux pas avoir le propre du digital, c'est que si on t'impose une horaire, c'est pas, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas pareil que la télévision. J'entends. Tu vas chercher l'info plutôt que de la... Ça crée pas l'événement d'être en direct sur le digital. Ouais. À part si tu vois du sport, mais moi que je regarde une émission sur Twitch, que je la vois à 8h, à 7h, à 15h ou à 23h, ça change pas. Et par rapport à la télé, qu'est-ce qui tu penses je trouve que c'est moins fédérateur pour le coup. Mais c'est vrai que tu vois, j'ai le sentiment, je sais pas si ça te faisait la même chose, mais quand tu regardes un film, tu regardes le même film, tu sais que c'est en direct et que le monde entier regarde le même film que toi, ou alors tu regardes dans ton lit, c'est pas pareil, je suis d'accord. C'est un truc un peu différent. Et est-ce que tu as vu une différence sur toutes les productions en rôle d'animateur, tu as vu une différence tout au long des années? Est-ce que tu vois, entre il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, tu as vu que les demandes qu'on avait par rapport à l'animateur changeaient? En tout cas, il y a un ton qui a changé. Moi, tu vois, j'ai fait pas mal de je fais quelques chaînes maintenant. Là, je suis à la radio. C'est vrai que je trouve de moins en moins dans le texte écrit, le prompteur, tout ça, tout ce qui est un peu plan-plan, ça marche pas, quoi. Donc c'est plutôt le spontané. Ouais, faut parler aux gens normalement. Alors après l'écueil, c'est de dire des gros mots, d'être un peu vulgaire. C'est ça qu'il faut éviter, tu vois. Moi, je trouve qu'il faut rester, relativement poli. Ça fait un peu con, mais voilà. Non mais ouais, classe, dans la posture de l'animateur. Mais il faut que ce soit vraiment très naturel, quoi. Le jeu à la télé que j'ai fait moi, où t'as toute l'émission au prompteur, au mot près. Alors moi j'étais le roi pour sortir et pour improviser, mais enfin le roi, c'est prétentieux, j'étais bon là-dedans. Mais tu vois, les animateurs d'aujourd'hui, tu les regardes, ils sont devant leur prompteur, c'est inodore, incolore et sans saveur. Hein. Ouais. Et c'est ça qui fait que tu peux faire aussi la différence. C'est de moins en moins intéressant, quoi. Et tu t'as souvenir ou pas d'un plateau qui a été plus dur à gérer que d'autres? Moi j'ai géré que des choses compliquées, hein, dans la carrière. Enfin, tu vois, que ce soit Love Story, Secret Story, Nouvelle Star, c'est des programmes en direct. Donc déjà le direct, c'est un truc à part. C'est chaud. Mais t'as rejoint ce que je te disais tout à l'heure, c'est que tu vis un truc en même temps que les gens qui te regardent. C'est ça qui fait le sel de la télévision. Bah oui, quand t'as ton jury qui part en couille et qui commence à dire qu'est-ce qu'on regarde, c'est de la merde. Je sais pas si tu te rappelles ça. Si, bien sûr. Et qui t'entend dans l'oreillette, on me dit hey, vas-y, il faut que tu les remettes au pas. Et donc il faut que tu t'ailles affronter le jury. Donc tout ça dans un timing, etc. C'est quand même marrant. Et ça, c'est des moments de télé. Voilà. Et c'est des moments c'était des moments de stress, genre ces imprévus, tu les genres Non, comment? moi j'ai
ça va avec le métier, c'est qu'en fait, alors t'as du stress, t'as du trac, mais t'as une espèce d'assurance quand t'es sur un plateau, c'est toi le boss, c'est normal, c'est un truc que t'as, quoi. C'est comme quand t'es pilote de ligne, tu sais comment il marche le Boeing. Ouais. Donc même s'il y a des turbulences, tu sais que normalement tu dois réussir à le poser, quoi. Okay. C'est ce qui fait la différence entre les bons et les mauvais, d'ailleurs. Je suis plus rassurant d'avoir des bons. Ouais. Est-ce que t'as un... Je sais pas si le bon terme c'est la face cachée, mais tu vois, on a toujours cette vision de l'animateur qui rayonne, qui brille. Est-ce que tu as des réalités qui sont plus complexes, tu vois, justement dans des imprévus, si jamais il y a un truc en direct qui se passe et que ça fait un bad buzz et que finalement l'animateur il subit juste un environnement plutôt que d'avoir... En direct, j'ai dit des conneries qui ont créé le bad buzz, mais ça, si l'émission fait un bad buzz, c'est pas toi, c'est l'émission. Ouais. Si tu dis une connerie... moi, j'ai fait une mauvaise blague sur IM, c'était nul ce que j'ai dit, mais je me suis même pas rendu compte, ça a fait un bad buzz, ça a fait tout un pataquès. Okay. Et là, par contre, le relais de croissance entre la télé et le digital, alors là, ça fonctionne bien, là. Okay. D'ailleurs, c'est ça. C'est que, d'ailleurs, dans le négatif, c'est un peu ce qu'on peut reprocher au digital, c'est que tout ce qui est négatif, et ça va vite, quoi. En fait, ouais. T'es rarement sur les réseaux pour parler de toi en bien, quoi. Ouais. C'est pour les trucs quand tu fais striker que ça... Bah oui. Ok. Est-ce que tu saurais me dire quel est le premier annonceur de l'histoire à être passé en télé en France? Le premier annonceur? Ouais. C'est une marque de fromage. Je t'aide. C'est pas Belle Deschamps, Babybel? Non. Camembert le Petit. Ça pourrait. Non, c'était Boursin, Ail et Fines Herbes. On a vu, ça permet de faire la transition sur le point financier, que en 2020, tu as le revenu des pubs qui ont diminué quasiment de 10%, quand sur le digital, ça a augmenté quasiment plus de 10 ou de 12%. C'est quoi, pour toi, le nouveau modèle économique, vraiment aller creuser? Bon, en télé, ça reste basique. Hein. C'est un annonceur, tu payes un slot. Tu as certaines marques, dont une pour laquelle je travaille, qui a été le premier à inventer le cross, le cross advertising, c'est-à-dire qu'il a préféré acheter plein de spots sur des petites chaînes, et on se rend compte qu'à la fin de la journée, tu as 12, 13, 14, 15 millions de mecs qui ont vu ta pub. Okay. Alors que, et en plus sur une audience ultra ciblée, marque dont je parle, on peut la dire, on est sur le digital, c'est comme j'aime. Hein. Ouais. Comme j'aime, ils vont jamais annoncer avant le quart de finale de football. Okay. Jamais. En revanche, sur Chéri FM, sur BFM, sur France 2, tu vois, ils vont prendre des horaires et à la fin de la journée, ils ont peut-être dépensé, je sais pas, 20 ou 30 ou 40 000 euros. Mais ils ont touché 15 millions de personnes. Ouais. Alors qu'un spot à 20h sur TF1, c'est 40 000 balles. Ouais, c'est clair. Et avec une audience ultra large. Tu sais pas qui te regarde. Enfin, si, on te regarde de 4 à 77 ans. Et est-ce que tu penses que la manière de faire de la publicité en télé pourrait changer, comme le digital par exemple? Demain, tu aurais en télé et sur le plateau quelqu'un qui va porter la marque d'une boîte ou qui Alors ça, on a un problème, c'est qu'on est soumis à l'Arcom. Ok. Une espèce d'organisme archaïque. Ça sert à rien. C'est plus possible à l'heure actuelle d'avoir une institut dont le boulot est de contrôler la télévision quand tout et n'importe quoi passe sur le digital. Ouais. Il y a quand même un gap énorme. Tu penses pas que ça va évoluer? Ça va quand même bouger? Il faut supprimer l'Arcom. Il faut supprimer l'Arcom. Et parce que tu vois, c'est ridicule. Effectivement, aujourd'hui, tu peux pas mettre un t-shirt Nike à l'antenne. Ouais. Il faut que tu aies un scotch. Après, peut-être que ça va permettre justement de revisiter la manière de faire moi, je travaille sur un truc digital. Je travaille avec une société qui a mis au point du marketing immédiat quand tu regardes un programme. Ok. Tu regardes un match de foot, tu cliques sur le maillot d'équipe de France, tu es directement sur le shop. Pas mal. Pas mal. Ouais, une grosse technologie. Okay. Ça, c'est un truc sur lequel je travaille. On est en train de le sortir là. Ça tu vas être impliqué dans le développement de la boîte. C'est incroyable. Ça, c'est une nouvelle aventure entrepreneuriale que tu vas voir. Ouais. Ok. Donc ça, c'était Good Tapi qui revient. Pour l'instant, j'ai fait que de la merde, donc j'aimerais bien essayer d'en faire une qui marche. Non, mais en vrai, incroyable. Enfin, je sais pas à quel point le taf d'aller générer et faire et ça sur tout ce qui est sur toutes les émissions, aussi bien de la fiction, le sport. On y croit beaucoup sur le sport parce qu'effectivement, quand tu regardes un match de tennis, tu dis putain, c'est quoi sa raquette? Tu vas cliquer dessus. Ouais. Et surtout, tu cliques en direct et t'as pas de pop-up qui va venir. Ah, alors, vous avez aimé la raquette de Nadal? Un truc très différent. Directement. C'est ton œil qui décide. Ok. Et ça, tu vas le faire en télé et sur le digital aussi, ça peut être. Bien sûr, sur le digital, évidemment. Ok. Est-ce que tu sais à quoi correspond ce chiffre? Alors, c'est pas le montant de mon compte en banque. Trouve-le-moi. Je peux te le montrer directement. 200 millions, je sais pas. C'est un petit indice, c'est un nombre d'abonnés. Qu'est-ce qui pourra 200 millions oui, c'est pas un footeux? Ça aurait pu, je pense qu'il doit y avoir des footeux, mais là c'est une plateforme, c'est Netflix,
qui cumule plus de 200 millions d'abonnés en 2021. Ah, ils étaient au bord du dépôt de bilan il y a 5 ans. Hein. Exact. Et donc là, je crois que ça, je sais pas à quel point la hausse n'est pas redescendue en baisse, mais ça montre quand même un truc, c'est qu'il y a énormément de personnes qui sont depuis maintenant 5-6 ans portées sur des plateformes de streaming. À quel point ça fait de l'ombre sur le milieu de la télé? Alors, ça en fait pas encore parce que tu as pour l'instant assez peu de programmes de flux. Ok. Et d'ailleurs, je pense que l'avenir, là, pour le coup, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en flux sur les plateformes. Tu peux définir peut-être ce qu'est le flux? Alors, le flux, c'est des émissions de télé classiques, c'est voilà, c'est ce qui n'est pas de la fiction. Okay. D'ailleurs, tu vois, tu as Amazon Prime avec le foot, par exemple, qui marche pas mal. Tu as beaucoup de plateformes sur les sports de combat. Il y en a une qui s'appelle NSDA, je crois. Où tu as du MMA et tout. MMA, etc. Ça marche très fort. Et Netflix, ils peuvent dire merci au Covid, hein. Ça a été l'explosion. Mais c'est quand même une plateforme où tu as un choix énorme, quoi. Hyper intéressant. Et comment tu vois la télé dans 5-10 ans? Je reste sur ce focus là 2 secondes sur la télé, mais est-ce que tu penses qu'il va y avoir une espèce de nouvelle révolution, je sais pas, un nouveau... À moins que ça change, on risque d'avoir une télévision plus aseptisée parce qu'on ne peut plus rien dire, plus rien faire. C'est insupportable. Ça, c'est vraiment insupportable. Il y a un vrai changement. Quand je vois ce qu'on pouvait dire il y a 20 ans, c'est quand même terrible de dire qu'on a régressé, quoi. Ouais. Alors je pense ça va continuer, je pense. À régresser? À régresser, oui, je pense que ça va être de moins en moins, ça on ne pourra plus rien dire bientôt. Et je pense, mais ça sera toujours un vecteur de diffusion. Voilà. Okay. Et il se peut d'ailleurs très bien que tu regardes de plus en plus Netflix sur ton téléviseur que TF1, quoi. Ouais, c'est clair. Si tu dois juste te rappeler et nous donner le moment clé, le moment que tu as le plus kiffé sur ta carrière d'animateur, c'était... Je sais pas, j'en ai eu tellement, mais... T'en as pas un qui pop? Non, mais j'ai envie de dire la finale de Love Story parce que c'était un événement de fou et que le Hanal a monté l'avenue de la Grande Armée comme s'il avait été élu président de la République et on a dû faire un pic à 18 millions de téléspectateurs parce qu'on fera plus jamais. Alors ça, on fera plus jamais. Bah, on a vu, par exemple, dans un Koh-Lanta qui est quand même un programme qui marche 3 millions versus 18. Non, mais 3 millions, c'est que dalle. Non, mais c'est ouf. Mais même Koh-Lanta, quand moi j'étais sur TF1, quand je faisais Secret, Koh-Lanta qui était en programme leading, c'était 8-9 millions. Ouais. Mais typiquement, HPI, ça fait 9 millions sur TF1. Ouais. Donc c'est bien la preuve qu'il y a toujours une... alors HPI aurait pu être sur Netflix, mais bon, ça fait 9 millions sur TF1. Donc quand il y a quelque chose de fort, c'est pas la télé qui devient moins forte, c'est les programmes qui sont faits. C'est quoi le futur de Benjamin Castaldi? Là, tu es sur la partie digitale, comment ça se passe? Tu en as parlé un tout petit peu au début, tu disais que là, je suis sur un projet un projet qui va essayer de concilier la télé, de réunir et le digital et la télé. C'est un projet de boxe. On est en train de monter les équipes, mais on espère avoir... C'est un peu les expandables, les vieux contre les jeunes. Donc moi, je fais partie des vieux. La télé contre le digital. La télé contre le digital. Dans ce format que j'ai inventé, je veux vraiment que le mois d'entraînement soit extrêmement dense. C'est pas un truc pour rigoler. Normalement, dans les entraîneurs, il y aura Mormec, qui est un vrai gros boxeur, voilà. Et je veux vraiment qu'il y ait et puis surtout qu'en un mois de temps, même si c'est pas assez long en théorie, vraiment qu'on se rend compte du début, entre ce qui a commencé un mois avant et un mois après. Ouais, vraiment voir l'évolution. On diffusera donc quasiment au cul du camion, comme on dit, le doc de ce mois d'entraînement. Et on sera dans une soirée en direct où il y aura l'affrontement entre les vieux entre la télé, le numérique et le digital, et entre les vieux et les jeunes, parce que de toute façon il y aura 25 ans d'écart. Okay. Et on fera une grande soirée, et j'espère faire une vraie soirée de boxe en direct pour mettre des boxeurs français et autres d'ailleurs à l'honneur, parce que en France on a un petit déficit maintenant sur la boxe anglaise. Ouais. J'aimerais aider d'un petit niveau de faire connaître les boxeurs français qui montent, et il y en a beaucoup qui montent. Génial. Ok, ça sera l'année prochaine, a priori. A priori on fera ça sur 2025, ouais. Ok. Et la transition, juste pour refaire un point là-dessus, sur toute la notoriété que tu as eue de la télé et sur le passage au digital, est-ce que tu as le sentiment que tu dois... Alors, tu repars pas de zéro parce que tu as déjà 300-400 000 personnes qui te suivent, mais de manière générale, est-ce que dans les usages et dans les codes, tu réapprends un peu tout, tu vois? D'abord, je suis nul. Okay. Non mais c'est vrai, je vois mon fils, il est dans le marketing digital, c'est son truc. Moi je fais des stories à la noix, alors qu'il y a des codes, des façons de faire, des machins, des hashtags à mettre, pas mettre.
ça me saoule en fait. Donc je vais confier ça à quelqu'un. Je vais confier ça à Com par exemple. Okay, par exemple. Ils vont s'en occuper beaucoup mieux. C'est un nouveau métier, c'est bien parce que ça donne du boulot parce que c'est plutôt un métier, on va pas se mentir, plutôt un métier de jeune et qui peut s'apprendre sur le tard sans faire de diplôme. Et puis surtout c'est un truc à temps plein. Moi mon Instagram, je fais une photo toutes les 3 semaines, une vidéo de mon fils qui fait du vélo toutes les 2, c'est pour moi. Tu vas sur le digital pourquoi? Enfin c'est pour reconstruire une autre nouvelle phase de carrière. Non, d'abord parce que ça reste des médias et ça reste de la télévision. Je pense que ce qu'il faut apporter au digital, c'est une vraie exploitation de l'image, parce que et pas les trucs faits à l'arrache. Faut que ce soit des trucs propres. Ça c'est ce qui manque. Enfin, c'est ce qui manquait en tous les cas. Tu vois les trucs de pub, machin, n'importe comment. Ça, c'est fini. Donc, il faut professionnaliser vachement l'image du digital. Et je pense que ils vont y venir, tous. D'abord, ça a détourné pas mal de pubs. Donc, il y a quand même de l'argent, en tout cas, à mettre dans les programmes. Après, faut bien les imaginer. Mais tu vois, les trucs mal faits, mal filmés, où t'es dégueulasse et tout. Alors, ça peut être sympa, mais pas tout le temps. Ouais, non, il faut réussir à trouver le bon équilibre en fonction du message que tu sers. Et t'as ta pièce qui va. Ma pièce qui est partie à Broadway, oui. Magnifique. Tu peux nous en dire un peu plus? Bah alors, moi, j'avais fait Bungalow 21 à Paris. On a fait ça 2023-2024. Ok. Là, on a terminé. On était cet été. On a fini par Ramatuelle. Il y a le théâtre américain qui a récupéré la pièce. Alors, ils vont changer beaucoup de choses, hein, mais donc là, on est sur le. Incroyable quand même. Enfin, Broadway, c'est. Ouais, on est en train de réécrire. Ils sont en train de réécrire la pièce et j'espère voir ça fin 2025, début 2026. Ok, d'accord. Ok, ça marche. Je pose toujours cette question de savoir ce que personne ne sait sur toi, ce que tu n'as jamais dit. Tu nous donnes une anecdote vraie. Ouais. Une anecdote fausse, et je dois essayer de deviner laquelle est la vraie et laquelle est la fausse. Alors, une anecdote, je vais t'en donner une. Okay. J'ai couché avec Cameron Diaz. T'as couché avec Cameron Diaz, ok. Ouais. Tu m'en donnes une autre ou je dois juste te dire si elle est vraie ou pas? Une autre. J'aurais pu mourir à l'âge de 7 ans. J'aimerais que la première soit la vraie. Pour toi aussi, j'aimerais, mais. Ouais, je dirais que la seconde est la vraie, du coup. Les deux sont vrais. Non. Ouais. C'est vrai? Les deux sont vrais. Alors, raconte-nous les deux, du coup. La terrible, c'est que quand j'étais petit, j'allais jouer dans une carrière de sable et on faisait des tunnels, des galeries qu'on creusait à la main. Et moi, j'avais un plâtre à l'époque. Et je suis revenu à la maison, j'ai levé le bras et j'ai du sable qui est tombé dans le salon. Et ma mère m'a dit, mais c'est quoi ce sable? J'ai dit, c'est le sable que j'ai mis dans mon plâtre parce que j'ai été joué une carrière. Elle me dit, je t'interdis d'y retourner. Je jouais avec des copains et dans la nuit, il avait plu. Ils sont retournés dans les galeries et tout s'est effondré. Il y a eu 5 morts, donc j'aurais pu être dans les 5 enfants qui sont morts. C'est assez tragique. Okay. Et Cameron Diaz, j'ai couché avec elle. Donc on n'entend pas coucher dormir, hein, parce que pas forcément coucher. Ok. Je revenais de Los Angeles et j'étais dans l'avion et j'étais en première classe. Et qui s'assoit à côté? Parce que ceux qui n'ont pas pris l'avion en première classe, en fait, t'as des lits. Et donc j'ai fait mon lit, et à côté de moi, dans le même lit, dans un autre lit, mais à côté de moi, il y avait Cameron Diaz. Donc elle a couché avec moi. Collé avec. C'est un détail, ça c'est. Voilà. Ok. Merci beaucoup d'être venu, Benjamin. Je suis hyper content. Où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on doit donner le plus de force? Plus de force, non, que les choses avancent bien. La radio, je suis content. Ça a commencé là, fin août. Non, franchement, ça va. Est-ce que LinkedIn, c'est un sujet sur lequel tu vas ou pas du tout? Alors, j'y vais de temps en temps, mais alors, je m'en sers pas du tout. Et je trouve qu'il y a. C'est marrant parce qu'il y a, je sais pas, il y a 4-5 mois, j'y vais, mais vraiment comme ça. Et on m'a proposé de faire une convention. Ok. Voilà, donc j'ai récupéré une convention comme ça. Et LinkedIn, c'est le levier B2B corporate où tu peux faire. Et donc j'étais content parce que du coup, ça m'a rapporté un peu de pognon. Ok, tu devrais creuser un LinkedIn vraiment. Nous, 90% de notre business, c'est par le biais de LinkedIn. Ouais. C'est un gros sujet. Merci beaucoup, Benjamin. Je suis très content. Je te souhaite le meilleur pour la suite et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Salut tout le monde.